23h30 sur CNews. Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez, on continue de débriefer. C'est notre édition spéciale de débriefer ce double meeting d'Éric Zemmour à Lille et de Marine Le Pen à Reims. On est toujours avec Éric Revel, avec Gauthier Lebray, William Tay et Benjamin Morel. Pardonnez-moi, ça commence à se faire un peu tard. Hein. Ça pourtant, fait juste on se voit souvent. C'est vrai, c'est vrai. Et pourtant, on s'aime beaucoup. On s'aime beaucoup, Benjamin. On va parler un peu de ce qui s'est passé à Marseille. Et ce qui est étonnant, c'est que très peu de médias en ont parlé. Vendredi soir, il y a un bus qui devait partir de Marseille pour rejoindre Reims. Des militants du Rassemblement national étaient présents dans ce bus. Ils ont été pris à partie non loin du Vélodrome et ils ont été caillassés. Vous voyez ce bus qui a été vandalisé, le chauffeur blessé à la main et au genou. Et on est en direct avec un des passagers et responsable, Christian Sini, délégué Rassemblement national de la section d'Istres. Bonsoir Christian Sini. Bonsoir. Merci. Voilà. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends, tout à fait. Alors racontez-nous ce qui s'est passé vendredi soir alors que vous deviez rejoindre Reims donc pour assister aujourd'hui au meeting de Marine Le Pen. Bah, tout à fait. Donc on est parti de Martigues tranquillement. On est allé à Marseille récupérer une partie des militants. Et comme à Marseille, il y a beaucoup de travaux, on est reparti. Et au niveau du stade Vélodrome, nous avons été caillassés. On a eu beaucoup de racailles qui sont venus nous caillasser le bus. C'était un peu comme, comme si des gros grêlons nous tombaient sur le bus. On était à l'intérieur, on était tous paniqués. Hein. Ça a duré combien de temps ce déferlement de violence ? Oh, ça a bien duré 15 minutes, hein, un quart d'heure, 20 minutes à peu près, hein, puisqu'on était coincés dans les embouteillages, on ne pouvait pas avancer, ni reculer, ni doubler d'ailleurs. Et vous vous êtes dit quoi pendant ces 15 minutes ? Je me suis dit, bon, déjà j'ai appelé la police de suite, et je me suis dit, bon, espérons que les vitres du bus tiennent, parce que elles étaient déjà bien cassées, et ça continuait à taper. Et finalement, bon, les vitres ont tenu grâce aux stickers qui sont sur le bus. C'est ce qui a permis que nous ne recevions pas justement de projectiles. Le chauffeur, lui, a eu moins de chance. Il a reçu donc un projectile sur, je pense que c'était une pierre ou une canette, il a reçu un projectile sur le genou et sur le poignet. Vous avez décidé de porter plainte, monsieur ? Je suis décidé de porter plainte. On va tous porter plainte, je pense d'ailleurs. Et le chauffeur, là, j'ai eu le chauffeur aussi cet après-midi au téléphone, il va porter plainte également. Voilà. J'ai également le chef d'entreprise, donc celui qui s'occupe de ces bus, qui m'a téléphoné, qui est vraiment un peu dans la panade parce c'est une petite entreprise qui a 6 bus et là il a un bus qui est hors d'état avec des frais engagés dessus. Donc c'est la première fois que vous vivez une telle situation, Christian Sini ? Tout à fait, oui, tout à fait. C'est la première fois que je vis une telle situation. Mais disons que je sais que ce n'est pas aussi rare que ça sur Marseille parce que il y a énormément de racailles à ce niveau-là. Hein. De personnes qui sont assez violentes, je ne comprends pas, quoi. C'est des gens qui sont un peu décérébrés, quoi, on va dire, tout simplement. Et on vous sent effectivement encore sous le choc, évidemment. Une toute dernière question, et c'est ça aussi qui me surprend. Vous avez été contacté par d'autres rédactions pour témoigner ? Ah, pas du tout, non. Il n'y a que vous qui m'avez contacté, hein, tout à fait. C'est vrai que je n'ai pas vu du tout d'autres journaux en parler, quoi. Il n'y a que vous, c'est News qui en parlez. Merci beaucoup, Christian Sini. Évidemment, on vous souhaite... bon courage pour la suite. On voit ces images qui sont particulièrement choquantes. Patrick Revel, quelle est votre réaction ? Je vais vous dire, je suis quand même assez sidéré. Hein. Moi, j'ai dirigé une chaîne info, j'ai dirigé un grand réseau de radios locales à Radio France. Les médias n'en parlent pas. Alors, deux choses l'une. Ou bien ils cachent l'information. Il faudrait qu'ils nous expliquent pourquoi ils ne donnent pas cette information. Ou bien ils considèrent peut-être qu'un bus d'un parti politique qui ne plairait pas à ces médias, c'est bien la moindre des choses qui se fasse caillasser. Mais dans les deux hypothèses, il y a un problème, me semble-t-il. Parce que nous sommes en campagne présidentielle. On peut effectivement se rendre compte que sans doute cette campagne, verbalement et parfois physiquement, est plus violente que des campagnes précédentes. Mais passer sous silence ce qui s'est passé, là,
me semble une faute professionnelle. On doit donner cette information. Si on ne la donne pas, il faut qu'on explique, il faudrait que les médias nous expliquent pourquoi est-ce qu'ils ne donnent pas ce type d'information. Encore une fois, ou bien ils ne donnent pas l'information parce qu'ils considèrent qu'elle n'est pas importante pour le débat démocratique, ou bien ils considèrent peut-être, ce qui serait peut-être plus grave, qu'après tout, c'est un bus du Rassemblement national et qu'ils n'ont que ce qu'ils méritent. Mais dans les deux cas de figure, ça me pose un problème. Et ce n'est pas la première fois qu'on voit des choses comme celle-là à géométrie variable, l'indignation à géométrie variable. Je vais juste faire un parallèle avec ce qui est arrivé à notre consoeur de M6, suite à cette émission Ophélie Meunier, notamment sur Roubaix. C'est que vous avez vu qu'il a fallu comme un certain temps pour que les médias réagissent, et certains médias réagissent et soutiennent l'agression d'une journaliste. Alors là aussi, est-ce que pour certains médias, c'est un sujet qu'il ne faut pas aborder? Mais pourquoi ne faudrait-il pas aborder ce genre de dérapage sociétal dans notre société, en France? Ou bien est-ce qu'ils se disent ça va rajouter de l'huile sur le feu, n'en parlons pas? Mais j'ai vraiment aussi ce sentiment-là, c'est que depuis quelques semaines, quelques mois, les médias accumulent les non-dits ou des vérités cachées. Et dans ces cas-là, il ne faut pas qu'ils s'étonnent que quand on demande leur avis aux Français sur la classe politique, sur la classe journalistique, on arrive extrêmement bas, les journalistes, parce qu'en fait, nous n'inspirons plus confiance. Et justement, vous me faites la transition qui est parfaite, parce que on ne va pas relier, bien évidemment, les thématiques. Mais une thématique qui a été mise sous le tapis pendant des années, c'est l'islamisation d'une partie de la population et certains territoires qui se sont en France radicalisés. Et notamment, c'est ce qui a permis de développer et de pointer le reportage de Zone Interdite, en expliquant d'ailleurs dans ce reportage qu'une grande majorité des musulmans. Mais il fallait mettre en lumière ces difficultés. Éric Zemmour et Marine Le Pen en ont parlé pendant leur discours. Je vous propose d'écouter Éric Zemmour. Il parle de Roubaix. Écoutez-le. Que la France s'islamise à grande vitesse. Quelle tristesse, oui, quelle tristesse pour des villes comme Roubaix. Dans cette cité ouvrière, on ne trouve plus beaucoup d'usines, mais on trouve beaucoup de mosquées. On peine à trouver des cafés, mais on trouve beaucoup de boucheries halal. On n'a plus beaucoup de librairies françaises, mais on tombe sur des librairies islamiques. On n'aperçoit plus beaucoup de jupes, mais on voit beaucoup de niqab. On cherche la France et on ne la trouve plus. La France disparaît sous les yeux effrayés des Français, des Roubaisiens qui n'ont pas fui, qui n'ont pas pu fuir. Même réaction, même réflexion en quelque sorte de Marine Le Pen, non pas à Lille, mais à Reims, une heure après. On l'écoute. Le communautarisme qui s'installe et qui fait le lit de l'islamisme. Avec l'islamisme, ce sont nos valeurs les plus essentielles qui sont emportées. La laïcité, la mixité, l'égalité homme-femme, la liberté d'expression avec le retour du délit de blasphème, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d'enseigner ou d'informer. C'est cet islamisme qui conduit à des assassinats atroces comme celui de Samuel Paty, des persécutions comme celles subies par Mila ou des menaces infamantes comme celles subies par Ophélie Meunier. Benjamin Morel, sur ces deux candidats qui, en fait, là pour le coup, ils sont sur la même ligne, ils ont la même idée. Pas tout à fait. Alors, racontez-moi, c'est une bonne... Quand vous interrogez aujourd'hui les militants d'Éric Zemmour, ils ne pardonnent pas à Marine Le Pen d'avoir distingué, pour certains, islam et islamisme. Et là, on a la même ligne. C'est-à-dire que lorsque Éric Zemmour parle de Roubaix, il parle en réalité d'un islam qui serait omniprésent dans cette ville. Alors que Marine Le Pen fait le lien avec l'islamisme politique, le militantisme, etc. C'est pas tout à fait la même ligne. Et aujourd'hui, même si c'est une thématique commune aux deux, on voit qu'il y a malgré tout une déclinaison profonde de cette thématique entre les deux et deux lignes très divergentes. Et comment vous l'expliquez alors ? C'est stratégique, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez une Marine Le Pen qui, je le disais tout à l'heure, joue plutôt le second tour. Elle doit être plus consensuelle, et il est consensuel de viser l'islamisme. Il est beaucoup moins consensuel, mais beaucoup plus mobilisateur pour la base électorale d'Éric Zemmour, et je pense qu'en plus, il porte ça comme conviction, de non pas attaquer tant l'islamisme, mais d'abord attaquer l'islam.
Oui, je partage l'avis de Benjamin Morel. En fait, ils ont une perception qui est différente. Marine Le Pen veut défendre les valeurs républicaines, alors qu'Éric Zemmour veut défendre la civilisation française. Et ce qui se passe à Roubaix, ce qui se passe dans la plupart des banlieues de grandes métropoles mondialisées, c'est qu'en fait, on a apporté le choc des civilisations de Samuel Huntington, qui séparait en fait la civilisation occidentale une partie de la civilisation orientale au Moyen-Orient et en Afrique, dans les territoires français en raison de l'immigration et de la mondialisation. Et ce combat-là, en fait, porte pas uniquement sur les valeurs républicaines, comme sur les différents discours énoncés par certains imams, ça dénonce en fait l'atteinte qui est portée à l'art de vie à la française. Parce que dans certains quartiers, on en a parlé à la présidentielle 2017, lorsque Benoît Hamon avait refusé de dénoncer les quartiers à Sevran, des modes de vie français ne sont plus français, notamment sur la question des cafés et sur différents points du territoire. Et donc, c'est pas uniquement les valeurs républicaines qui sont attaquées, c'est aussi notre mode de vie. Et c'est pour ça qu'on est dans une situation qui est beaucoup plus grave qu'il y a 5 ans. Et il essaye évidemment d'avoir des phrases qui choquent. L'Afghanistan est à 2 heures de Paris. C'est ce qu'il a répété après ce reportage de Zone Interdite, Gauthier Lebret. Oui, il compare effectivement Roubaix à l'Afghanistan. Pas sûr que Marine Le Pen puisse lâcher une phrase comme celle-ci, puisqu'elle veut se normaliser. On l'a vu encore une fois aujourd'hui. Et elle, à la différence d'Éric Zemmour, au contraire d'Éric Zemmour, et c'est là leur vraie divergence, elle fait une différence très nette entre, comme l'a dit Benjamin, entre l'islam et l'islamisme. Bardella avait dit, que ne fait pas Éric Zemmour. Il avait expliqué que Roubaix, Trappes, c'était l'Afghanistan. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est que j'ai déjà utilisé la métaphore, mais je la réutilise parce que je n'ai pas trouvé mieux, pardonnez-moi. Allez-y. Mais en réalité, le Front National, il avance sur 2 jambes en ce moment. Ce sont les 2 lames de la même paire de ciseaux. C'est-à-dire que vous avez une Marine Le Pen qui a normalisé son discours et qui s'y tient, et vous avez un Bardella qui, lui, au contraire, essaye de montrer que le Rassemblement national n'a pas changé sur les thématiques. Mais ce qui est fantastique avec cette comparaison qui ne sera pas raison, puisque le même jour, les 2 meetings se sont tenus, celui de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, c'est que ce qui doit être terrible pour Marine Le Pen, c'est qu'elle a porté en héritière les idées qu'avait mises en place son père, Jean-Marie Le Pen. Et aujourd'hui, sauf le programme économique, mais aujourd'hui, elle est obligée de se rendre compte que celui qui les porte le mieux dans ce camp-là, c'est Éric Zemmour. D'où sa tentative de pas de deux sur ce que je disais tout à l'heure, argument contre sentiment, ce one-man show à la fin de Marine Le Pen, mais ça doit être absolument terrible. C'est-à-dire qu'elle a l'impression qu'elle se fait siphonner des thèmes sur lesquels finalement Jean-Marie Le Pen avait opté très régulièrement pour les uns de manière bonne, pour les autres de manière scandaleuse, mais en tout cas, elle est en train de se faire siphonner l'intégralité. Et vous parliez de Jordan Bardella. Jordan Bardella, en fait, a dit Trappes est une république islamique miniature. Voilà ce qui est les propos de. Et d'ailleurs, le maire de Trappes avait porté plainte. Il a été mis en examen pour ses propos. Mais est-ce que Marine Le Pen tiendrait la même phrase? Oui, et puis attention, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que dénoncer les poupées sans visage, en effet, là, on a une manifestation de l'islam, si ce n'est politique, en tout cas très rigoriste. En revanche, dénoncer les boucheries halal, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que d'un côté, vous êtes en effet dans une manifestation culturelle de l'islam. De l'autre côté, vous avez réellement, je dirais, une version rigoriste. Et là, on voit quand même une différence entre les deux candidats, mais qui s'explique, je vous rejoins, par des options stratégiques en réalité. C'est-à-dire que vous avez un Éric Zemmour qui surmobilise l'électorat de la droite traditionnelle de Jean-Marie Le Pen, alors que Marine Le Pen est dans une stratégie beaucoup plus de national-populisme. D'un côté, vous en avez un qui joue une stratégie urbaine et l'autre qui joue une stratégie Johnson. J'avais couvert pour CNews en juillet dernier, le congrès de Perpignan juste après l'échec des régionales. Et le clivage qui était vraiment au cœur du parti du Rassemblement national, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu des défections vers Éric Zemmour, c'était sur cette stratégie de dédiabolisation. Et c'est pour ça aussi qu'un Stéphane Ravier, qu'un Nicolas Bay, contre cette stratégie de dédiabolisation, pourrait in fine rejoindre Éric Zemmour dans les prochaines heures. William Tay. Je suis parfaitement d'accord. Ce qui se joue, en fait, c'est la stratégie du Rassemblement national. Est-ce que c'est la stratégie de Marion Maréchal, incarnée par Éric Zemmour, qui l'emporte, ou la stratégie de Florian Philippot, incarnée par Marine Le Pen, qui l'emporte? Parce que quand Marine Le Pen parle de valeurs républicaines, elle tient le même discours que Manuel Valls lors des attentats de 2015. Et en fait, Marine Le Pen, sur l'ensemble des sujets, elle est en train de se gauchiser de plus en plus et adopter un discours qui est similaire au centre-gauche. Ce qui est terrible. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? En fait, c'est parce qu'elle veut éviter un report du voix de la gauche sur Emmanuel Macron. Ce qui est terrible pour les LR, je vous le dis comme je le pense, c'est que finalement, la stratégie qui avait fonctionné, c'est celle de Laurent Wauquiez, à l'époque, qui avait porté un discours à droite, d'ailleurs critiqué en son temps par Valérie Pécresse et par d'autres membres des LR. Laurent Wauquiez a été éjecté, et quand on voit la primaire qu'ont tenue les Républicains
à droite toute, en fait, c'est une sorte de victoire posthume de Laurent Wauquiez. Mais le problème, c'est que Laurent Wauquiez a été exfiltré, mais que les idées de Laurent Wauquiez ou du courant qu'il représentait chez LR n'ont pas disparu. Et ceux qui raflent la mise aujourd'hui, c'est pas pour l'instant trop Valérie Pécresse, qui est plutôt centriste, c'est Éric Zemmour et Marine Le Pen. Et vous avez vu ce qu'elle a dit sur les cathos tradis dans l'interview du Figaro, où elle dit qu'il y a des nazis dans les rangs d'Éric Zemmour. C'est sans doute un très 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 mauvais calcul, puisqu'elle cible la ligne de Marion Maréchal, et d'ailleurs elle a rétropédalé aujourd'hui en disant qu'elle croyait en Dieu, etc. Donc on voit bien qu'elle a vraiment fait une erreur stratégique à ce moment-là. Sauf qu'il faut bien comprendre que le premier tour se joue à droite, mais que le second tour en partie se joue à gauche. Tout bêtement parce que le second tour va se jouer sur à la fois les reports et l'abstention de l'électorat de gauche. Donc en désactivant votre image trop radicale, que vous appeliez Marine Le Pen ou que vous appeliez Emmanuel Macron, eh bien vous pariez soit sur le ralliement de l'électorat de gauche Emmanuel Macron, soit sur son abstention. Quand vous regardez aujourd'hui les enquêtes, il y a un électeur Jadot sur 2 qui s'abstient en cas de second tour Le Pen-Macron. Et ça, c'est un point important à prendre en compte. William, en 30 secondes. Moi, je mettrais juste une limite à la stratégie de normalisation de Marine Le Pen. On l'a vu sur le malheureux accident qui s'est passé au bus. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui, parce qu'elle s'appelle Marine Le Pen et parce qu'elle est la candidate du Rassemblement national, pratiquent un front républicain ou attaquent Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, tout ce qu'elle a subi quand elle parle de son histoire personnelle, aujourd'hui, par rapport à ça, elle reprend les arguments de la gauche, de France Inter sur le communautarisme chrétien, etc., pour dénoncer Éric Zemmour. Et bientôt, si ça continue comme ça, Marine Le Pen va faire « Votez pour moi parce que je suis le barrage face à l'extrême droite tant qu'on y est ». Vous avez vu ce qu'a dit Gilbert Collard? Elle a dit quand il y aura plus, il a dit quand il n'y aura plus d'électeurs au Rassemblement national, elle deviendra la présidente d'SOS Racisme. Il nous reste 2 minutes. Le temps de boucler la boucle après une séquence politique cet après-midi, et peut-être la plus belle séquence politique depuis le début de la campagne. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 2 meetings très puissants sur le fond et sur la forme. Parce que finalement, il n'y a pas eu de couac, d'à côté, de tension qui aurait pu dénaturer le cœur du meeting. Et là, on en revient au meeting de Villepinte. On a presque plus parlé des tensions et de la violence contre les militants des SOS Racisme, et à juste titre, que du meeting. Cette fois-ci, on est dedans. On est lancé dans cette campagne présidentielle, et c'est pour ça que j'ai le sentiment que c'est un tournant. On a même posé la question aux téléspectateurs, c'était la question du soir. Regardez, pensez-vous qu'après les 2 meetings de Marine Le Pen et Éric Zemmour, la campagne est enfin lancée? Nous avons pris des risques, se moque Gauthier Lebret. J'ai rien dit lorsque vous m'avez fait votre référence sur Perpignan, j'avais l'impression d'entendre vos mémoires. Je pense que vous avez le temps, voilà. Donc 69% oui, 30% non. En 1 minute 30, c'est Éric Revel qui aura le mot de la fin. Est-ce que vous pensez que la semaine prochaine, Emmanuel Macron est contraint, forcé d'être candidat, qu'il ne peut plus attendre parce que ça y est, cette campagne est lancée et que maintenant, il faut y aller? On ne peut pas contraindre et forcer quelqu'un qui est sûr de lui et dominateur. C'est le cas d'Emmanuel Macron. Sûr de lui, oui. Dominateur dans les sondages, attention, attention. Enfin, il l'est. Oui. Donc, moi, il a perdu des points dans le dernier sondage. Non, je veux dire, historiquement, les présidents sortants, parfois, se déclarent extrêmement tard. Souvenez-vous, par exemple, de François Mitterrand en 1988, pour sa réélection. Exactement, un mois juste avant. Donc, moi, je ne connais pas l'échéancier, le timing du président de la République. Ce qui est sûr, c'est qu'il est un peu sur une ligne de crête, me semble-t-il. Hein, j'insiste, il faudra qu'il défende son bilan, et j'ai montré tout à l'heure qu'il y avait quelques trous dans la passoire, et qu'il ait un projet convaincant pour essayer de dire qu'il est le meilleur pour pouvoir conduire la France pendant 5 ans. Mais il y a autre chose, c'est que la ligne de crête, c'est doit-il se déclarer le plus vite possible maintenant que la campagne semble lancée, ou le plus tard possible à la Mitterrand, genre Blitzkrieg, pour essayer de l'emporter. J'ai le sentiment, moi, mais je me trompe très souvent, donc je ne vais pas avoir raison. Jamais. Mais j'ai le sentiment que les Français, quel que soit leur bord politique, veulent maintenant qu'Emmanuel Macron se déclare. Mais évidemment, ça fait 3 semaines que ça commence à agacer. 3 mois qu'on ronronne avec cette campagne, et que ça y est, c'est maintenant, ils sont dedans. Je le sens. J'ai le nez. Regardez, d'ailleurs, comme c'est une campagne qui commence, il y a une nouvelle émission sur CNews, 17 février. Demandez le programme Éric Zemmour face à Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk. Chaque semaine, un candidat à la présidentielle sera donc interrogé par les 2 excellentes journalistes de CNews. C'est terminé. On a passé 3 heures ensemble, Benjamin Morel. On a passé un peu moins de temps avec les autres. J'aurais pu passer encore plus de temps avec vous, cher Benjamin. Merci Gauthier. Et bravo parce que vous étiez sur le terrain, vous êtes venu sur le plateau, vous êtes un surhomme.
Oula, vous êtes trop bon. Il est jeune surtout. Ah, il est jeune, ça va jeune besoin et de bon, beaucoup dormir. jeune et bon, Voilà, jeune et bon. beaucoup Merci Eric Revel, merci William Tay. Je voudrais remercier chaleureusement France Godefroy, qui est l'architecte de cette émission, Nicolas Nessim, qui a participé à la programmation des invités et toutes les équipes techniques. Dans un instant, c'est l'édition de la nuit. La campagne est lancée.